Peu de gens laissent leur nom gravé dans l'histoire, mais Giacomo Geraldomo Casanova n'était pas comme la plupart des gens. Né dans la capitale hédoniste du monde, Casanova a parcouru l'Europe pendant des décennies, vivant des aventures mémorables. Et partout où il allait, les gens se souvenaient de son nom. Mais si ces escapades ludiques sont devenues légendaires, une obscurité glaçante entourait cette figure débauchée. Jeune homme, un ami lui avait dit qu'il finirait par payer le prix de son mode de vie dépravé. Casanova s'était moqué de lui, inconscient que les paroles de son ami se réaliseraient de la manière la plus macabre, comme nous le verrons plus tard. Quiconque connaît un acteur vous dira qu'ils forment une race à part. Il n'est donc pas surprenant que les parents du célèbre Casanova gagnaient leur vie sur scène. Gaetano Casanova et Zenetta Ferruzzi ont eu 6 enfants, Giacomo étant le premier. Bien que Casanova ait voyagé à travers l'Europe, son nom était synonyme d'une ville, Venise. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour lui qu'appeler chez soi. Si Paris était élégante et romantique, Venise, elle, ne tournait qu'autour d'une chose, la fête. Bien que la classe dirigeante fût honnêtement assez prude et conservatrice, elle tolérait les vices de la ville et en tirait des profits considérables. Venise était la capitale du plaisir en Europe, et les jeunes hommes de tout le continent y faisaient un pèlerinage pour faire la fête, jouer et visiter les maisons closes légendaires de la ville. C'est dans ce bouillon de débauche et de péché que Casanova est né. Bien que Casanova ait eu une grande famille, elle n'était pas vraiment heureuse. Ses parents étaient bien plus intéressés par le glamour de la scène que par, disons, l'éducation de leurs enfants. Ils ont abandonné Casanova chez sa grand-mère pendant qu'il parcourait l'Europe. Si vous voyez l'homme débauché, joueur et dégénéré que Casanova est devenu, vous pourriez penser, cet homme n'a probablement pas eu une figure paternelle forte dans sa vie. Eh bien, vous auriez raison. Son père l'a abandonné pour la route, puis est mort quand Casanova n'avait que 8 ans. Comme si le petit libertin n'avait pas assez de problèmes, il a commencé à souffrir de saignements de nez chroniques. Mais ne vous inquiétez pas, sa grand-mère avait un plan sinistre pour le guérir. Elle l'a emmené à travers le labyrinthe des canaux jusqu'à une petite masure. Encore enfant, il y a trouvé une vieille femme assise sur une paillasse. Elle tenait un chat noir dans ses mains et une demi-douzaine d'autres rôdaient dans la petite pièce. La sorcière a effectué une incantation mystérieuse sur Casanova avant d'appliquer un onguent nauséabond sur son nez. Elle a promis que ses saignements de nez ne le troubleraient plus. Le garçon et sa grand-mère sont repartis émerveillés. Est-ce que cela importait vraiment que les saignements soient revenus presque immédiatement? Pas pour Casanova. Il s'en fichait éperdument que le sortilège de la sorcière n'ait pas fonctionné. Il était complètement fasciné par elle. Ainsi commença son obsession à vie pour la magie et l'occulte, ce qui lui causerait bien des ennuis avant longtemps. Un médecin croyait que l'air dense de Venise causait ses saignements de nez. Alors sa famille l'a envoyé dans une pension sur le continent, à Padoue. Sa mère l'avait abandonné pour la route, et maintenant, elle l'avait pratiquement chassé de la maison. Casanova n'a jamais oublié cela. Incapable de cacher son amertume, même dans ses mémoires rédigés des décennies plus tard. Les conditions horribles de la pension n'ont certainement pas arrangé les choses. Casanova était misérable de quitter sa Venise adorée pour une pension sur le continent. Il l'était encore plus lorsqu'il a découvert le bâtiment sordide qui devait être son nouveau foyer. Mais voici ce qu'il faut savoir sur Giacomo Casanova. Quand les choses devenaient difficiles, il trouvait toujours un moyen de s'en sortir par la parole. Ses parents avaient engagé un homme nommé Abgazi comme tuteur à Padoue. Casanova a supplié Gazi de l'accueillir, et l'homme est tombé sous son charme, sans résistance. La maison de Gazi n'était pas un palais, mais c'était bien mieux que la pension.
C'est aussi là que Casanova a découvert son plus grand vice. Sous la garde de Goasi, bien qu'il n'ait que 11 ans, Casanova a eu sa première expérience avec une femme. Dans ses mémoires, Casanova se souvenait de Bettina, la jeune sœur de Gazi, le caressant alors qu'il n'était encore qu'un garçon. Il repenserait plus tard à ce jour avec délice, et cela forma une obsession pour Bettina qui dura toute sa vie. Cependant, cela pourrait aussi expliquer les impulsions sinistres qui planent sur l'héritage compliqué de Casanova comme une ombre menaçante. Mais cela viendra plus tard. Pour l'instant, les tuteurs de Casanova ont fait de leur mieux pour faire de ce jeune homme un citoyen honnête et respectable. De toute évidence, ils ont échoué lamentablement. Quiconque connaissait le jeune Casanova réalisait rapidement qu'il était brillant. Gazi l'a fait entrer à l'université de Padoue à 12 ans et il en est sorti à 17 ans avec un diplôme en droit. Sa famille et Gazi espérèrent tous deux qu'il était destiné à une vie respectable en tant que juriste clérical. Il en avait certainement l'intelligence, mais il y a une raison pour laquelle le nom Casanova ne vous évoque pas un avocat. Le garçon était intelligent, mais il a appris 2 choses importantes à l'université. Premièrement, il détestait absolument le droit. Deuxièmement, il adorait jouer. Aucune des deux ne l'a beaucoup aidé en grandissant. Le jeu de Casanova à l'école est devenu si grave que sa grand-mère a dû le ramener à Venise pour l'éloigner de l'influence néfaste de ses camarades étudiants. Et son addiction le ferait passer des richesses à la misère à maintes reprises tout au long de sa vie. Alors, qu'est-ce qui viendrait en premier? Adolescent, Casanova trouva du travail comme clerc juridique à Venise, tout en terminant son diplôme. Il devenait aussi un jeune homme avec un goût pour les belles choses de la vie. Vous ne l'auriez certainement pas manqué dans les rues, avec sa grande taille, ses traits séduisants et ses longs cheveux. Même adolescent, Casanova était le genre d'homme qui attirait l'attention. Et heureusement pour lui, certaines de ces personnes avaient des poches particulièrement profondes. S'il y avait une chose que Casanova maîtrisait, c'était de convaincre les gens de lui donner de l'argent. Il a commencé lors de son 2e séjour à Venise, se liant d'amitié avec un riche mécène, un sénateur âgé nommé Alvis Gaspero Malipiero. Malipiero vivait dans l'un des plus beaux palais de la ville, et à Venise, c'était tout un exploit. Malipiero a financé nombre des premières aventures de Casanova. Casanova fascinait le vieil homme, et il l'a aidé à découvrir la haute société. Casanova s'est familiarisé avec les spiritueux fins, la cuisine gastronomique et le réseau complexe de manières et de comportements attendus parmi l'élite de Venise. Mais bien sûr, comme il s'agit de Casanova, il a réussi à tout gâcher de la manière la plus scandaleuse possible. Le sénateur l'a surpris en train de s'amuser avec une actrice dont il était lui-même épris, et il a explosé de colère. Il les a tous deux chassés de son palais, et comme ça, Casanova avait perdu sa vache à lait. Il n'avait même pas couché avec l'élu de son mécène, car à ce moment-là, il était encore vierge. Mais ne vous inquiétez pas, cela allait changer. Casanova a perdu sa virginité de la manière la plus Casanova qui soit. Sa première expérience physique avec une femme s'est faite avec 2 femmes, et elles étaient sœurs. Des années plus tard, Casanova écrivit que cette expérience avec ses 2 sœurs l'avait convaincu que son but dans la vie était de coucher avec autant de femmes que possible. Mais attendez, n'était-il pas techniquement clair que ces 2 choses ne sont-elles pas quelque peu incompatibles? Être clerc était peut-être le pire métier possible pour Casanova. Le deuxième pire, probablement officier militaire. Pourtant, il a essayé. Cependant, il ne s'est pas engagé par patriotisme ou bravoure. Non, il aimait simplement les uniformes. Il s'est retrouvé stationné à Corfou, mais les seuls moments qu'il n'a pas détestés étaient ceux où il jouait aux cartes avec ses collègues officiers, gaspillant sa solde. Bientôt, il n'en pouvait plus.
Il a purement et simplement abandonné son poste et est retourné à Venise. Il avait même une idée pour une nouvelle carrière, une qui lui convenait beaucoup mieux. Non, Casanova n'a pas décidé de devenir gigolo. Il voulait être joueur professionnel. Il n'y avait qu'un seul problème. Il s'avère que ce type ne pouvait pas gagner un pari pour sauver sa vie. À son retour à Venise, il a presque immédiatement perdu tout l'argent qu'il avait économisé. Mais Casanova n'a jamais gagné son argent en jouant. Il le gagnait en se rapprochant de riches vieillards, et c'est exactement ce qu'il a fait ensuite. Il a renoué avec un ancien mécène, qui l'a même aidé à décrocher un nouveau travail. Le monde du spectacle coulait dans ses veines. Alors, après 3 carrières ratées, 4 si l'on compte le jeu, Casanova a décidé de se lancer. Il a commencé à se produire comme violoniste, mais ne l'imaginait pas en rockstar. Il y a une chose que les musiciens de l'époque de Casanova avaient en commun avec ceux d'aujourd'hui. Ils adoraient faire la fête. Mais l'alcool et les femmes n'étaient qu'une partie de l'équation. N'oublions pas les farces. L'espièglerie et l'amusement étaient le mot d'ordre pour Casanova à ce stade de sa vie. Ce qu'il a fait ensuite a dû le surprendre lui-même. Casanova s'est retrouvé sur une gondole avec un autre riche sénateur. Soudain, le drame a frappé. L'homme a eu une attaque et s'est effondré. Le médecin a fait de son mieux, mais le sénateur semblait à l'article de la mort. C'est alors que Casanova est entré en action. Il a commencé à donner des ordres. Savait-il ce qu'il faisait? Pas vraiment, mais même dans sa jeunesse, Casanova savait projeter de la confiance. Alors, les hommes l'ont écouté. Et puis, à la stupéfaction générale, le sénateur s'est rétabli. Le sénateur l'a invité chez lui et est devenu son mécène à vie. Le pauvre homme n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Puis une nouvelle accusation glaçante est apparue contre Casanova. Une jeune femme s'est rendue aux autorités locales et l'a accusé d'une rencontre non consensuelle. Dans le récit de Casanova, l'accusation faisait partie d'une escroquerie qu'elle montait contre lui. Certes, les autorités ont pris l'accusation très au sérieux, et Casanova a fui Venise. Jusqu'à présent, presque toutes les aventures de Casanova avaient été des affaires fugaces. Quand il s'est enfui à Parme, il a trouvé ce qu'il s'attendait le moins. Une femme qui l'a fait se sentir comme un fou. Une Française que nous connaissons seulement sous le nom de Henriette est devenue l'amour le plus passionné de sa vie. Elle était belle, brillante et cultivée. Pour la première fois, Casanova a rencontré une femme qu'il jugeait supérieure à lui. Vous savez comment nous savons que Henriette était intelligente? Elle a vu clair à travers les masques de Casanova, reconnaissant le voyou dépravé qu'il était. Bien qu'elle se soit amusée avec lui, elle a réalisé qu'il n'était pas un homme avec qui s'installer. Elle n'allait pas finir dans la pauvreté, attachée à un joueur dégénéré. Elle s'est amusée avec Casanova pendant un temps, puis l'a laissé tomber comme une masse. Pour Casanova, c'était le point le plus bas de sa vie. Mais ne vous inquiétez pas, il pouvait tomber bien plus bas encore. Après avoir erré à Venise pendant un temps, il a économisé assez d'argent pour partir en grand tour d'Europe. Enfin, Casanova est arrivé en France, où il s'est rapidement engagé sur une nouvelle voie sombre. À Lyon, en France, Casanova a découvert la franc-maçonnerie. Il aimait toujours l'occulte, depuis cette sorcière de son enfance. Il aimait aussi les gens riches et puissants qu'il pouvait duper pour obtenir de l'argent. Les francs-maçons regorgeaient des deux. Il a rapidement gravi les échelons et est devenu maître maçon. Les maçons l'ont aidé à infiltrer les hautes sphères de la société française, comme il l'avait fait chez lui. Casanova est resté en France pendant 2 ans, continuant à vivre des mécènes fortunés. Mais au cas où vous n'auriez pas suivi, tant que Casanova avait de l'argent pour faire la fête, il finissait toujours par franchir la ligne tôt ou tard. Après 2 ans, les autorités parisiennes le connaissaient bien.
D'innombrables plaintes en témoignaient. Ils attendaient de juste une occasion de mettre ce libertin lascif derrière les barreaux. Casanova a fui Paris avec la police à ses trousses. Ensuite, Casanova a retrouvé sa mère, son frère et sa sœur à Dresde. Mais la vie à Dresde était trop ennuyeuse pour Casanova. Les canaux bouillonnants de Venise l'appelaient, et contre son meilleur jugement, il a écouté. Casanova a réussi à retourner à Venise avec un casier vierge, mais il l'a rapidement sali à nouveau. Blasphème, obscénité, adultère, bagarre. Le casier judiciaire de Casanova s'allongeait de jour en jour. Bientôt, ceux en charge ont essayé de le mettre hors d'état de nuire une fois pour toutes. Les autorités vénitiennes pouvaient tolérer beaucoup, mais Casanova, l'occultiste, le libertin prédateur franc-maçon, a trouvé leurs limites. Elles ont engagé un espion d'État pour fouiller dans son passé. Évidemment, l'homme n'a pas eu à chercher bien loin. L'incroyable série d'évasions de la justice de Casanova allait bientôt prendre fin. Casanova est allé en prison pour la première fois à 30 ans. C'est exact. Tout ce que nous avons couvert ici s'est passé avant ses 30 ans. Les autorités l'ont accusé d'outrage à la religion et à la décence commune, citant ses frasques publiques comme preuve. Ils l'ont enfermé dans le palais des Doges en attendant sa sentence. Il attendait, priant qu'un de ses nombreux amis riches vienne le sauver. Ils ne l'ont pas fait. 5 ans d'emprisonnement. Pour un homme comme Casanova, c'était une éternité. Quelle aventure de sa vie serait complète sans une évasion audacieuse de prison? Casanova a utilisé une barre de fer pour creuser un trou dans le sol de sa cellule pendant des semaines, préparant son évasion. Juste avant qu'il ne puisse s'enfuir, les gardes l'ont transféré dans une nouvelle cellule, ruinant son plan. Il s'est adapté. Il a réussi à faire passer la barre, s'échappant avec un co-détenu par le plafond. Ils ont ensuite réquisitionné une gondole et ont filé de là. Forcé de fuir Venise pour la 2e fois, Casanova est retourné à Paris. Là, il a planifié son plus grand coup. À Paris, Casanova a aidé à fonder la première loterie d'État. Le plan était brillant. Vendeur hors pair, Casanova a vendu d'innombrables billets. Une partie de l'argent allait aux gagnants, une partie à l'État, et Casanova gardait le reste. Non seulement cela l'a rendu riche à nouveau, mais le gouvernement avait maintenant toutes les raisons de fermer les yeux sur ces scandales constants, tant qu'il rapportait de l'argent. Encore une fois, Casanova vivait la grande vie, et encore une fois, il ne pouvait s'empêcher de tout gâcher. Il s'est retrouvé derrière les barreaux pour des dettes de jeu. Il n'est resté enfermé que 4 jours. Mais, une fois libéré, il a appris que son mécène le plus puissant s'était brouillé avec le roi, Louis XV. Casanova était à court d'argent et de faveur, et ses ennemis sentaient le sang dans l'eau. Paris était trop dangereux, et comme il ne voulait pas finir dans une autre cellule sombre infestée de puces, il a filé de là. Il a vendu toutes ses possessions et s'est enfui en Allemagne. Là, il a perdu cet argent et s'est enfui en Suisse avant que les autorités ne l'attrapent. En Suisse, Casanova a sérieusement envisagé de devenir moine. Mais il est finalement revenu à son ancien moi, séducteur invétéré, et a abandonné tout projet de vie monastique. Casanova est retourné à Paris, déterminé à garder profil bas, mais il ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher. Il a convaincu l'un de ses mécènes, la vieille marquise du Fay, qu'il pouvait utiliser les arts occultes pour la transformer en jeune homme. Je ne suis pas tout à fait sûr à quoi il pensait. À la fin, la marquise n'est pas devenue un jeune homme, et elle a perdu toute foi en lui. Elle l'a coupé de ses finances, et soudain, sans son argent, Paris a perdu tout son attrait. Prochaine destination, Londres. Étant l'un des rares endroits en Europe qu'il n'avait pas encore hanté, Casanova a mis le cap sur l'Angleterre en 1763, espérant y reproduire son arnaque à la loterie. Il continuait à courir après les femmes comme avant,
Mais il ne parlait pas anglais, alors il a élaboré un plan plutôt troublant pour assouvir ses désirs. Puisqu'il ne pouvait pas utiliser son bagou pour séduire les femmes, Casanova a essayé autre chose. Il a publié une annonce dans le journal local pour louer son appartement. Quand une jeune femme se présentait pour se renseigner, il la séduisait. Selon ses mémoires, il a trouvé de nombreuses amantes de cette manière, y compris Mademoiselle Pauline, l'une des liaisons les plus passionnées depuis Henriette. Mais bien que, comme toujours, ses mémoires dépeignent ses aventures comme des affaires consensuelles et hédonistes, je ne peux pas être le seul à penser qu'un homme attirant des femmes dans son appartement sous de faux prétextes pour les séduire pourrait ne pas dire toute la vérité. En mettant de côté cette forme de tromperie, l'Angleterre n'a pas été clémente envers Casanova, et il a rapidement dilapidé les fonds qu'il avait réunis en vendant les affaires de son mécène. De plus, il vieillissait, et comme son vieux mentor l'avait dit, il commençait à payer le prix de son mode de vie scandaleux. Il souffrait de Dieu sait combien de maladies vénériennes, et elles commençaient à ronger son physique autrefois séduisant. Mais même cela ne pouvait pas ralentir Casanova. Il a voyagé de pays en pays, essayant de vendre son projet de loterie, mais il n'était plus l'homme séduisant et charismatique qu'il avait été. Partout où il allait, les gens finissaient par le chasser. Que ce soit après un duel presque fatal à Varsovie ou une tentative d'assassinat ratée en Espagne. Puis, enfin, le moment qu'il attendait est arrivé. Il a reçu la nouvelle que son casier avait été effacé et qu'il pouvait retourner à Venise. Après 18 ans d'exil, Casanova rentrait chez lui. Au début, Casanova a savouré ce qui ressemblait à un retour triomphal à Venise. Il a passé des années à écrire sur ses escapades, et il était devenu une célébrité locale. Même les inquisiteurs lui ont demandé de leur raconter comment il s'était échappé de leur prison. Mais Casanova a vite réalisé que quelque chose était différent à Venise. Ce n'était plus le repère de péché qu'il avait laissé toutes ces années auparavant. Peu après son retour à Venise, Casanova a appris la mort de sa mère. Il n'avait jamais été proche, mais cette perte l'a tout de même affecté. Cependant, la pire tragédie allait bientôt suivre. Bettina Gassi, la femme qui l'avait initié au plaisir charnel toutes ces décennies auparavant, n'avait plus longtemps à vivre. Casanova s'est précipité à son chevet, où elle était morte dans ses bras. Dans la vingtaine, Casanova illuminait n'importe quelle pièce où il entrait. À 49 ans, ce jeune homme jovial avait disparu. Des cicatrices de petites vérolles et des joues creuses marquaient son visage autrefois séduisant. Les maladies vénériennes l'avaient affaibli comme un chaton. Il n'avait plus d'argent pour jouer et ne pouvait plus charmer son chemin à travers des fêtes glamour. Il est devenu irritable et étrange. Un ami l'a décrit comme ayant un air féroce. Casanova a passé ses dernières années en Bohême, dans l'actuelle République tchèque, dans le château d'un autre mécène. Cependant, il s'y sentait aussi misérable qu'à Venise. Son nouveau mécène était encore plus étrange que lui, refusant souvent de lui parler pendant des jours. Les locaux ne supportaient pas non plus cet Italien grotesque et paranoïaque qui avait envahi leur château. Cependant, peu importe à quel point il était misérable, il n'avait nulle part ailleurs où aller. Par un miracle, Casanova a atteint l'âge de 73 ans. Les jours tumultueux de sa jeunesse étaient depuis longtemps terminés, et il avait disparu de la mémoire collective. Il était mort dans une telle obscurité que nous ne savons toujours pas où se trouve sa tombe. Tout ce qui restait de sa jeunesse scandaleuse était ses mémoires et les cœurs qu'il avait brisés en chemin. Le sexe n'était pas seulement une passion pour Casanova. C'était un véritable sport. Se contenter de coucher avec quelqu'un ne lui suffisait pas. Il avait besoin du drame. Comme une version du XVIIIe siècle du système Dennis, il a perfectionné une formule pour son aventure idéale. Acte 1.
Trouver une belle femme avec un amant jaloux. Acte 2. Jouer le héros. La sauver du brut et la séduire. Acte 3. Se lasser d'elle et la mettre avec un autre homme, peut-être même celui avec qui elle était au départ. Acte 4. Quitter la ville et recommencer. Dans les écrits de Casanova, il dépeint toujours ses amantes comme consentantes, mais la vérité est presque certainement bien plus sombre. Pour commencer, il ciblait presque exclusivement des femmes jeunes, peu sûres d'elles et émotionnellement vulnérables, leur disant tout ce qu'elles voulaient entendre, si cela signifiait qu'elles coucheraient avec lui. Lui et un groupe d'hommes ont certainement agressé une femme lors d'un carnaval, bien que Casanova ait eu l'arrogance de proclamer que leur victime était consentante. Bien que de nombreuses histoires, à son sujet, décrivent ces relations comme consensuelles et romantiques, la vérité est bien plus troublante. À Saint-Pétersbourg, à 40 ans, il a acheté une fille de 12 ans comme esclave. 10 ans plus tard, il a agressé la fille de l'une de ses anciennes amantes. Aujourd'hui, Casanova peut évoquer un grand amoureux des femmes, mais l'homme réel, malgré tout son charme et son audace, était un prédateur, purement et simplement. Sans surprise, Casanova a engendré trop d'enfants illégitimes pour les compter. Cela est devenu dangereux en 1761, lorsqu'il prétend avoir failli prendre une femme nommée Léonilda comme maîtresse. Juste avant de l'emmener dans sa chambre, il a découvert qu'elle était en réalité sa fille, et a renoncé à l'affaire, mais le pire n'était pas fini. Des années plus tard, Casanova leur a rendu visite à nouveau. La mère de Léonilda a révélé que leur fille s'était mariée, mais que son mari ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est alors qu'elle a fait une demande choquante. Elle a supplié Casanova d'engrosser sa propre fille, et il l'a fait. C'est exact. Si l'on croit ses écrits, Casanova a engendré son propre petit-fils. Si vous avez aimé ces histoires, n'oubliez pas de montrer un peu d'amour en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à notre chaîne. Restez à l'écoute, car nous reviendrons bientôt avec d'autres récits incroyables. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à la prochaine.